Hello, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement sur un sujet très extraordinaire. Nous allons parler de la vie d'une espionne. L'événement fait partie de la semaine de la francophonie. C'est présenté par le consulat général de la Suisse à Vancouver. Mon nom est Stéphanie et c'est mon plaisir de modérer cet événement aujourd'hui. Et je voudrais profiter de cette occasion pour aussi remercier nos partenaires, l'Alliance française à Vancouver, la Société francophone à Victoria et le Centre français à l'Université de Calgary. Je vous remercie pour votre soutien de la promotion de cet événement. Et quelques mots en anglais aussi. Welcome to this event on a really extraordinary life story, the story of Romanian spy Ioana Gordon. This event is part of the French Language Week. However, it's open to really all levels of French. If you don't feel comfortable talking in French, you can also ask your questions in English, that's no problem. But if you want to be fierce like me, just try in French. I'm going to make many mistakes, but don't worry about that at all. Before we dive into the reading and discussion, we would also like to invite you to a small poll. I'd be very curious to know from where you are joining us today. So I would ask you to answer a few questions if possible. A pop-up now appear on your screen. En attendant, j'ai le plaisir d'accueillir le consul général de la Suisse, Andreas Rufer. Merci de vous joindre à nous et je te donne la parole, Andreas. Oui, merci beaucoup Stéphanie. Bonjour à tous et à toutes. Et je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue à cet événement culturel dans le cadre de la francophonie. Tout d'abord, merci beaucoup Stéphanie pour l'organisation de cet événement. Et bien sûr à Madame Nadine McKenzie qui va nous parler justement de son récit biographique La rançon de l'espionnage sur la vie extraordinaire de Ioana Gordon. Je viens de finir le livre ce matin et je suis vraiment très curieux de savoir un tout petit peu plus. Donc, j'aimerais vous donner quelques informations liées à la Suisse et la francophonie. Donc, comme vous le savez peut-être, la Suisse a 4 langues officielles, dont le français est la deuxième langue parlée. Il y a à peu près 23% de la population suisse, ou près de 2 millions, qui ont le français comme langue maternelle en Suisse. D'autre part, la Suisse est membre de plein droit de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1996. L'Organisation internationale de la francophonie est composée de 88 États membres et à part entière observateurs ou associés. La Suisse participe au sommet et à différents événements de la francophonie. Les principes qui sous-tendent sa politique étrangère convergent avec les valeurs de la francophonie en matière de défense des droits de l'homme et de défense de la langue française. La Suisse est représentée dans les 4 instances de l'OIF. Chaque année, le 20 mars, le monde francophone célèbre la Journée internationale de la francophonie. En Suisse, cet événement est encadré par la Semaine de la langue française et de la francophonie, à laquelle participent plusieurs institutions et différentes ONG. Aussi, les représentations suisses à l'étranger célèbrent la Semaine de la francophonie en organisant des événements culturels comme celui d'aujourd'hui. En outre, les Jeux de la francophonie destinés aux jeunes sont organisés tous les 4 ans, tantôt dans un pays du Nord, tantôt dans un pays du Sud. Cet événement, à la fois sportif et culturel, constitue une occasion de rencontre pour les jeunes du monde francophone. Elles sont placées sous le signe de la solidarité, de la diversité et du dépassement de soi. Les prochains Jeux de la francophonie auront lieu à la République démocratique du Congo au mois d'août 2022. Voilà, avec ces quelques points sur la Suisse au sein de la francophonie, je vous remercie de votre participation à cet événement d'aujourd'hui. Je me réjouis beaucoup d'écouter, comme j'ai dit, à ce que Mme McKenzie va raconter sur la vie extraordinaire de l'espionne roumaine
qui, et je crois aussi, était en fait aussi citoyenne suisse. Voilà, merci beaucoup et à toi, Stéphanie. Merci, Andreas Rufer. Et les résultats de l'évaluation sont prêts. Alors, la plupart des personnes sont à Alberta. Intéressant. Et quelques mots aussi sur l'organisation de l'événement aujourd'hui. Nous allons commencer avec la présentation de Nadine McKenzie sur le livre La rançon de l'espionnage. Et après environ 30 minutes, on va ouvrir la discussion à tout le monde. Et je vous prie d'utiliser le chat pour prendre contact avec nous. Vous trouvez le chat en bas de l'écran. Vous cliquez sur le symbole là et après le chat va s'ouvrir. So the event will have two parts. We will start with the discussion, with the lecture, the reading by Nadine McKenzie on her book La rançon de l'espionnage. That will take around 30 minutes, and after that, we have time for a discussion. And if you would like to take part in the discussion, let us know in the chat. So at the bottom of your screen, you find the chat function. If you click on that symbol, the chat window will open, and there you can just type your message or let us know that you would like to say something. Alors, il est temps de saluer la personne principale d'aujourd'hui, Nadine McKenzie. Nadine McKenzie est une historienne et journaliste suisse. Elle habite à Calgary et actuellement, elle est en train d'écrire livre numéro 30. Alors, très impressionnant. Bienvenue, Nadine McKenzie. Merci, Stéphanie. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et la parole est à vous. Merci. Alors, je vais vous présenter le livre et après, il y aura une session pour les questions. Surtout, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez et presque toutes les questions. Donc, le livre commence par une fuite. C'est la fuite de Ioana de Bucarest. Elle est cachée dans le fuselage de l'avion piloté par un Américain qui, en fait, est son amant. Dans le fuselage, il y a une autre personne. Cette personne est envoyée par le roi de Roumanie qui est de plus en plus poussé hors du gouvernement pour aller à Washington et commencer le comité roumain en exil. L'avion décolle et va se poser à Vienne et ensuite ira en Allemagne. Ioana appartenait à une grande famille de Roumanie et à l'âge de 18 ans, elle s'est mariée avec le prince Ghica. Le mariage ne fonctionnera pas trop bien et ils vont divorcer quelques années plus tard. Le jour du mariage, c'est aussi le jour où les militaires soviétiques ont envahi la Bessarabie et la guerre commence. Donc, Ioana va prendre quelques cours, venir dans un hôpital de Bucarest. Sa mère aussi est devenue infirmière et toutes les femmes. Quelques années plus tard, plutôt 2 ans plus tard, elle est recrutée par la CIA pour faire de l'espionnage. Et c'est la première. Est-ce que vous m'entendez? Stéphanie, ça va? Ça va, on a disconnexion parfois, mais maintenant c'est bien. C'est bien? OK. Ouais. Alors, elle va être la première agente à être recrutée à Bucarest pour faire de l'espionnage. On lui trouve un poste dans le ministère des Affaires étrangères et elle prépare des contrats qu'elle va montrer ensuite à la CIA. Elle va travailler également pour la résistance roumaine et plus tard pour les services secrets d'Angleterre, MI5. Un jour où la résistance roumaine a également une réunion avec la CIA, elle voit que son père est là. Et le père de Ioana est outragé. Comment sa fille peut faire de l'espionnage? D'abord, ce n'est pas pour une femme de faire ça. Et il lui demande de donner sa démission. Le lendemain, elle présente sa démission à la CIA et c'est refusé. Donc, elle continue à espionner et ça devient de plus en plus dangereux.
Elle fait toutes sortes de choses absolument incroyables, c'est dans le livre d'ailleurs. Elle abrite même 2 généraux allemands qui ont participé à l'attentat manqué contre Hitler et qui sont venus se réfugier à Bucarest chez Johanna en échange de renseignements militaires qu'ils vont donner sur les positions en Allemagne. La CIA va les protéger. Et puis maintenant, tout se referme sur Johanna. Ses parents sont arrêtés. Et elle-même sent qu'elle a été trahie. On la suit dans la rue, quelqu'un la pousse avec une moto et elle demande alors à la lingère de la famille, qu'est-ce qui va m'arriver? Cette lingère qui s'appelle Madame Maria ne sait ni lire ni écrire, mais elle peut prophétiser l'avenir. Et elle dit à Johanna, aujourd'hui c'est mardi, d'ici 2 jours, vous allez quitter la Roumanie définitivement sur les ailes d'un ange. Et qu'est-ce que cela signifie, se demande Johanna. Les ailes d'un ange, ça peut être la mort, comme ça peut être aussi un avion. Donc, un jour, les agents viennent encercler sa maison. Elle arrive à se sauver en sautant par la fenêtre arrière de la maison. Elle se réfugie chez les Américains. Entre-temps, elle avait aussi demandé l'aide du roi de Roumanie, le roi Michel Ier, qui est un ami d'enfance, et qui l'a référé alors à quelqu'un qui travaille aussi avec les services secrets britanniques. Cet homme s'appelle Lionel Stirbe, et c'est lui qui va organiser la fuite. Alors, il va penser d'abord la parachuter au-dessus de Chypre, mais ça s'avère trop dangereux. Donc, finalement, il demande au pilote américain John Hall, avec qui elle a une liaison, c'est l'amour du siècle, de l'emmener à bord de l'avion. John Hall leur explique que c'était extrêmement dangereux parce que le poids supplémentaire dans le fuselage peut faire basculer l'avion. Aussi, s'il arrive à décoller, ils vont manquer d'oxygène à un certain moment et à un autre moment, ils auront très très froid. L'autre homme qui part avec Johanna s'appelle Grigori Buzzetti. Il a été chargé par le roi Michel de commencer le comité roumain, alors à Washington, et ils ont seulement une couverture à se partager. Quand l'avion décolle, Johanna est très excitée. D'abord parce qu'elle quitte la Roumanie, donc elle ne va pas être arrêtée, torturée à mort et ainsi de suite. Et c'est le jour de son anniversaire. Elle a 24 ans. Et elle secoue, parce qu'elle et Buzzetti sont assis pratiquement l'un sur l'autre. Elle secoue le pied de Buzzetti en lui disant « La prophétie de Madame Maria s'est réalisée, nous quittons la Roumanie à bord des ailes d'un ange. » Et Buzzetti dit « Cette fille est complètement folle, qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Ils arrivent à Vienne. De Vienne, on les emmène en Allemagne, au quartier général de la CIA. Et quelques temps plus tard, Buzzetti, dont la femme l'attend en Suisse, et Johanna partent pour la Suisse. La femme de Buzzetti est morte d'un cancer avant son arrivée. Johanna veut rester en Suisse. John Hall, le pilote américain, lui apporte un passeport diplomatique signé par le roi Michel. Elle peut rester quelque temps. Buzzetti est parti à Washington. Et après un certain temps, le passeport diplomatique est périmé. Et elle doit quitter la Suisse. Heureusement, un ami s'offre de l'épouser. Et elle va se marier en Suisse et elle peut rester en Suisse. Et il y a sa maison, je pense que j'avais envoyé la photo, si on peut la montrer, la maison de Johanna et de John de Stuart en Suisse. Elle épouse ce John de Stuart qui est un baron, qui est multimillionnaire, playboy. Alors, voilà la maison en Suisse. Et puis le voilà avec le baron de Stuart et Johanna. Et elle a une vie très agréable en Suisse. Elle reçoit beaucoup, elle fait du ski, elle se promène dans les montagnes qu'elle adore. Mais le seul problème est que son mari est un alcoolique. Et il est tellement alcoolique d'ailleurs qu'une semaine avant le mariage, pour qu'il puisse se tenir debout lors de la cérémonie, il a dû subir une cure de désintoxication. Mais il continue à boire et comme Johanna me l'a dit, il était sobre à peu près 2 jours par mois, ce qui n'était pas tellement. Et un jour, il a attaqué leurs invités à un dîner
avec un couteau de chasse. Donc, Johanna appelle une ambulance. Il souffre de délirium tremens et l'ambulance l'emmène. Il est il est attaché pratiquement. Et là, il va se laisser mourir à l'hôpital. Donc, Johanna se retrouve seule en Suisse et elle décide, après quelque temps, de quitter la Suisse. Elle va à Londres. Elle va rencontrer son futur mari, Lord Gordon, qui est de la famille Gordon de l'Écosse, une grande famille, et ils vont se marier. Seulement, des agents communistes l'ont suivi jusqu'à Londres et sa vie est en danger. À ce moment-là, ils reçoivent une carte de Noël d'amis qui se sont installés en Alberta et qui ont un ranch et qui lui écrivent « Pourquoi ne viens-tu pas en Alberta? Fais comme nous, achète un ranch et tu auras une vie très tranquille. » Alors, Johanna et Rod, son mari s'appelait Roderick, on l'appelait Rod, viennent en Alberta, achètent des terres à Bentley, qui est près de Red Deer, entre Calgary et Edmonton. Et s'installe dans ce ranch. Alors, vous voyez Johanna là, elle faisait des concours avec son bétail, avec ses vaches. Elle est en manteau de vison avec la vache. C'était tout à fait elle était toujours très élégante. Et ils ont une très, très bonne vie. Et parmi tous les gens qui viennent travailler au ranch, il y a l'une des filles du roi Michel, la princesse Irina, qui a 20 ans et qui veut passer quelque temps dans l'ouest du Canada. Alors, les journaux s'emparent de l'histoire parce que ce n'est pas usité qu'une princesse roumaine vienne travailler dans un ranch. Et la voilà. Donc, Irina s'occupe des vaches et des chevaux. Elle monte à cheval tous les jours. Les journaux rapportent que comme elle ne trouvait pas de... Elle est née à Genève et elle a fait ses études à Genève. Comme elle ne trouvait pas de travail à Genève, elle est venue travailler comme cowgirl dans un ranch en Alberta. Elle passe 2 ans et elle travaille comme tout le monde. Il y avait une équipe de jeunes. Johanna et son mari aimaient s'entourer de jeunes. Ça leur permettait de se sentir jeunes aussi. Et donc, plus tard, ça va rendre service à Irina parce qu'elle va avoir son propre ranch aux États-Unis. Un jour, John Hall se manifeste. Par une amie de Johanna, il lui envoie un message en lui disant « Je suis maintenant divorcée. Si tu veux me rejoindre, on pourrait se marier. Si tu ne veux pas, je le comprendrai. » Johanna ne lui répond pas parce qu'elle est très heureuse avec Roderick. Elle aime beaucoup sa vie en Alberta. Elle aime ses vaches, ses chevaux. À certains moments, ils ont 150 chevaux de course dans leur ranch, ce qui est énorme. Et puis, quelques temps plus tard, elle est à cheval dans un pré et elle voit une Jeep s'approcher du champ. Donc, elle descend de cheval et la Jeep s'arrête. Et là, un homme en sort et c'est John Hall. Elle le reconnaît. Donc, elle part en criant de joie à sa rencontre. Il s'arrête, il tourne le dos, il remonte dans la Jeep et il s'éloigne. Donc, elle se met à pleurer parce qu'elle pense qu'il est venu voir si tout était bien pour elle. Mais évidemment, c'est terminé. Quelque temps plus tard, ils vendent leur ranch, ils prennent leur retraite, ils s'installent à Calgary. Et un jour, elle se met à penser très, très fort à John. Et le lendemain, elle le voit traverser son salon. Il est en uniforme, il se tourne vers elle et il lui fait un signe adieu de la main. Et à ce moment-là, elle se souvient qu'il lui avait dit, il y a bien des années, « Si un jour tu veux me contacter, contacte le Pentagone, ils te mettront en relation avec des gens qui recherchent les officiers. » Elle téléphone au Pentagone, elle explique la situation, elle se met en relation avec quelqu'un qui peut l'aider. Quelques jours plus tard, elle reçoit une lettre et s'aperçoit que le jour même où elle a vu John traverser son salon, portant son uniforme et lui faisant adieu de la main, il est décédé dans un hôpital. Quelque temps plus tard, évidemment, son mari va décéder d'un cancer et elle se retrouve toute seule. Elle va rendre visite au roi et à la reine de Roumanie qui habitent toujours près de Genève et elle revoit Ionel Stirbe, celui qui avait organisé sa fuite. Il a passé 16 ans dans les mines comme prisonnier et il est sorti très très vite parce que le Parlement
britannique avait demandé qu'il soit libéré, sa mère étant britannique. Donc, il est sorti, il a rejoint sa femme en Suisse et là, il va devenir l'assistant du roi Michel. Johanna le revoit et c'est lui qui lui dit « Parle de tes souvenirs, écris tes souvenirs » parce que lui-même était tombé sur un médecin qui lui a dit « Il faut en parler, il ne faut pas garder ça à l'intérieur de soi-même ». Mais le mari de Johanna ne voulait pas qu'elle en parle. Il lui disait toujours « Ce n'est pas la peine de gratter des vieilles blessures pour qu'elles saignent à nouveau. Oublie ça, c'est le passé. » Et là, comme son mari est décédé, elle se met à écrire et elle écrit sur tout. Dès qu'un souvenir lui revient à l'esprit, elle écrit sur une enveloppe, elle écrit sur une liste d'épicerie, elle écrit sur des bouts de papier et elle met tout ça dans des boîtes qu'elle va me donner par la suite et qui vont me revenir après son décès. Elle m'avait dit « Écris un livre ». J'ai obtenu la permission de la CIA de parler de tous mes souvenirs. Donc, tu peux les mettre, ce sera pour toi, et tu les mets en note chronologique et tu auras un livre sur ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Et je voudrais vous lire alors l'un des derniers chapitres du livre, parce qu'elle a payé toute sa vie pour l'espionnage qu'elle a fait. Après le départ de Roderick, la tranquillité et la sérénité qu'elle avait connues au début de leur installation au ranch lui revinrent. Elle n'avait jamais éprouvé d'amertume envers les événements passés. Pendant des années, elle avait payé la rançon de l'espionnage. Désormais, sa dette acquittée, elle pouvait vivre en paix avec les souvenirs qui lui étaient revenus. Finalement, elle éprouvait même une certaine reconnaissance pour ce qui lui était arrivé et qui avait enrichi sa vie de manière inattendue et continuelle. La gratitude et la mémoire du cœur, se répétait souvent Johanna, et son cœur avait une très longue mémoire. Johanna, Lady Roderick Gordon, s'éteignit à Calgary, dans la province de l'Alberta, dans l'ouest du Canada, en 2003. Le roi Michel de Roumanie et son épouse, la reine Anne, qui vivaient en exil en Suisse, ainsi que leur fille, la princesse Irina, qui habite aux États-Unis, restèrent en contact avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est ainsi que j'ai écrit le livre, après avoir hérité d'elle tous ses papiers et tous ses souvenirs. Alors maintenant, la parole est à vous et vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je vais commencer avec une question. Peut-être, Nadine McKenzie, vous pouvez nous parler un petit peu plus de le travail d'espionne en Roumanie que Johanna a fait. Elle a fait un travail d'espionnage absolument incroyable et c'est très long à expliquer parce qu'elle travaillait à la fois pour la CIA, pour la résistance roumaine et pour les services secrets britanniques MI5. Et elle a rencontré des gens absolument incroyables avec qui elle était restée en relation pendant quelques années. Et puis finalement, comme c'était la plus jeune de ce groupe, ils sont tous morts et elle s'est retrouvée toute seule. Mais tous les détails de son espionnage sont dans le livre. Il y a même eu un moment au ministère des Affaires étrangères où on a essayé alors de lui faire dire qu'elle espionnait. On l'avait emmenée dans une pièce et on lui a dit peut-être que vous pourriez, avec tous vos amis, peut-être faire quelque chose pour nous. Et elle a compris très très vite. Et heureusement d'ailleurs, parce que comme elle quittait la pièce, quelqu'un a toussé. Donc elle n'était pas seule avec cette femme qui lui offrait de lui poser des questions et lui offrait aussi de l'argent pour espionner pour les agents communistes. Donc, c'est très, très long à expliquer, mais elle a fait un travail retentissant. Alors, nous avons des personnes qui voulaient savoir comment allez-vous rencontrer Johanna? Je l'ai rencontrée à une réception, mais ce qui était très, très amusant, c'est que Rod, son mari, venait d'une famille où il y avait 3 autres fils. Il était le dernier des 4 fils et un de ses frères a joué au golf avec mon beau-père en Angleterre. Donc, c'est vraiment un petit monde. Et Johanna aussi avait des amis que j'ai rencontrés chez ma grand-mère, parce que c'était une génération différente, en France, et qu'elle avait connu aussi en Roumanie. Et quand, après l'avoir rencontrée, nous avons commencé à bavarder et j'allais chez elle, elle venait à la maison et nous sommes restés en relation jusqu'à sa mort pratiquement. Quand elle est décédée, je lui tenais la main.
Et nous avons une question aussi de Grace. Elle demande qui sont les deux hommes sur le Alors, les deux hommes, celui avec la casquette et le pilote, John Hall, le grand amour de sa jeunesse, et l'autre, celui qui est chauve, c'est son mari, Roderick Gordon. Elle a été mariée 3 fois. Donc, la première fois avec le prince Guica, ils sont restés mariés 2 ans, ils étaient très jeunes tous les deux. La deuxième fois avec le baron John de Stuart, l'alcoolique. Et la troisième fois, un grand amour aussi, Lord Roderick Gordon. Alors, le consul général a une question. Andreas Rufer, s'il te plaît. Oui, merci Nadine. Tout d'abord, merci beaucoup pour nous parler de ce livre fascinant. Évidemment, cette Iona, elle était d'une fille, la fille d'une famille importante en Roumanie, très près de la famille royale avec le roi Michel Ier. Et donc, je suis curieux, son deuxième mari, ce baron de Stuart, qu'il a rencontré en Suisse et qu'il a épousé, est-ce que vous connaissez un tout petit peu plus de ce baron de Stuart? Est-ce qu'il était suisse ou est-ce qu'il était français? Est-ce que vous connaissez un peu Non, je pense qu'il son était histoire? d'origine hollandaise. Et c'était Hollandaise. hollandaise. Il avait vécu en Suisse toute sa vie. Il avait fait ses études au Roset, justement la grande école suisse. Ouais. Et c'était un homme intéressant s'il n'avait pas été alcoolique. Il avait eu plusieurs livres publiés que j'ai essayé de retrouver, mais sur lesquels je n'ai pas réussi. Et c'était un homme vraiment qui sortait de l'ordinaire. Comme il avait dit lui-même à Johanna, je n'ai jamais rien fait de ma vie. J'ai hérité beaucoup d'argent, mais je n'ai rien fait. Il aurait voulu aussi s'engager dans la Seconde Guerre mondiale, mais il avait été blessé au cours d'un accident de polo, je crois. Donc, il ne pouvait rien faire et il s'était mis dans l'alcool et la drogue. Alors, la drogue, il avait arrêté. L'alcool, il n'a jamais pu arrêter. Mais alors, ils ont été quand même heureux ensemble et il avait trouvé que sa maison près du lac Léman était très, très agréable. Ils faisaient du ski, ils avaient une vie très, très agréable. Comme elle m'avait dit, il n'était sobre que 2 jours par mois. Le restant du temps, il était totalement ivre. Donc, vers la fin de sa vie, il a commencé à souffrir de delirium tremens. Et puis, le jour où il a attaqué ses invités avec un couteau de chasse, là, vraiment, c'était un peu trop. Mais grâce à ça, elle a pu rester en Suisse quelque temps. Voilà, Elle aurait voulu rester en Suisse plus longtemps, sauf que la famille de John, avant qu'il se marie, avait fait signer des papiers à Johanna. John les avait mis au courant qu'il l'épousait pour lui rendre service, pour qu'elle puisse rester en Suisse. Donc, la famille de John avait fait signer des papiers à Johanna. Ils n'auraient pas d'enfants ensemble et la fortune de John retournait à la famille. Donc, Johanna se retrouvait en Suisse, veuve, toute jeune et sans argent, et elle devait rendre la maison. Voilà. Donc, c'est pour cela qu'elle est partie en Suisse. Très bien. Si je peux encore juste une deuxième question et après je me tais. Donc, cette Iona, c'était effectivement une femme très, très courageuse. Hein? Elle était petite à l'âge de 20 ans, 22 ans, elle est devenue espionne, donc une femme très forte, courageuse. Très forte, oui. Et la premier agent à être recruté par la CIA à Bucarest, ce qui était quand même très important à cette époque où on recrutait surtout les espions hommes, pas les espionnes généralement. Voilà, exactement. Et après, comment vous l'avez trouvée quand elle est venue à Calgary, en Alberta? Est-ce qu'elle est restée une femme forte et courageuse ou est-ce que un peu cette vie en Canada l'a changée? Non, la vie au Canada ne l'avait pas changé du tout. Elle appréciait beaucoup l'ouest du Canada. Elle trouvait que la vie au ranch, elle adorait ça parce qu'elle adorait les chevaux. C'était une cavalière extraordinaire. Et aussi, il y avait une photo d'elle qui s'occupait d'un de ses chevaux le plus célèbre qui s'appelait les Green Sleeves, qui était très, très connu parce qu'il sautait. C'était un champion. Et en fait, chez moi, j'ai la selle de Green Sleeve. Elle l'avait laissée à Irina qui me l'a donnée il y a 3 ans. Donc, la selle de Green Sleeve est partie de l'Alberta, est partie aux États-Unis et est revenue à Calgary et je l'ai actuellement dans mon salon. Voilà. Donc, c'était une femme très, très forte qui avait un sens de l'humour extraordinaire. Elle savait faire la part des choses. Elle était extrêmement bien éduquée.
Elle parlait le français couramment, l'anglais, le roumain. Elle était extraordinaire parce qu'elle avait pu remettre en place tous ses souvenirs et regarder tous ces souvenirs où vraiment à certains moments c'était très dangereux ce qu'elle faisait, elle avait échappé à la mort plusieurs fois, elle regardait ça de loin. Donc elle avait vraiment une attitude, bon c'est arrivé, c'était très triste, tu auras tous mes souvenirs à t'en occuper, mais c'est intégré dans ma vie, donc finalement c'est quelque chose de bien. Et elle était toujours très élégante. Même quand elle venait dîner à la maison, ce qui arrivait très, très souvent, elle avait quand même 83 ans à cette époque, elle arrivait toujours habillée, mais tirée à 4 épingles, des hauts talons, parce qu'elle trouvait que des hauts talons, elle était petite comme femme, des hauts talons la faisaient paraître plus grande, et surtout, elle pouvait charmer tout le monde. Elle avait toujours un sens de l'humour, vraiment qui faisait rire les gens. Intéressant, merci. Et Pauline a plusieurs questions. Pauline, vous souhaitez poser les questions vous-même? J'ai deux séries de questions. Combien de temps ça vous a pris pour mettre tous les papiers en ordre chronologique? Très, très longtemps. Johanna est décédée en 2003 et le livre a été publié en 2008. Donc, je pense que j'ai passé plusieurs mois parce que tout était en vrac dans des caisses. Et on se retrouvait à sa mort. Je me suis retrouvée avec la sœur de Johanna qui était plus âgée, qui était venue de Paris, avec Irina qui était venue des États-Unis. Et on s'est retrouvés à vider l'appartement. Donc, toutes les caisses où il y avait mon nom étaient pour moi. Et il y avait d'autres caisses où il y avait des livres sur la Roumanie, des papiers pour le roi Michel qui sont retournés chez lui. Et donc, comme je l'avais dit, c'était écrit sur des vieilles enveloppes, sur des listes d'épicerie, sur des factures. Certains aussi sujets avaient été dactylographiés. Donc, il n'y avait pas d'ordre chronologique parce qu'elle avait écrit tout cela au fur et à mesure que les souvenirs lui revenaient. Donc, ça pouvait revenir n'importe quand. Et donc, elle écrivait tout de suite. Et alors, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai dû aussi prendre des ciseaux, coller ça sur des papiers et retrouver les dates. C'était vraiment incroyable. Qu'est-ce qui était arrivé ici, là Donc, ça m'a pris du temps. Et puis ensuite, du temps pour l'écrire aussi. J'avais envoyé le manuscrit à sa sœur. Et c'est pour cela que les noms des parents de Johanna ont été changés. J'ai changé les noms parce que la sœur de Johanna, qui récupérait certaines propriétés en Roumanie à cette époque, m'a supplié de changer les noms. Elle avait très, très peur que certaines propriétés lui échappent justement à cause de ces noms, parce que la famille était toujours très, très connue. Donc, je lui ai dit, d'accord, ne vous inquiétez pas, je vais changer les noms. Je n'ai pas changé le nom de Johanna, de certaines personnes, mais les noms des parents, oui, je les ai changés. Et je n'ai pas mentionné sa sœur, qui ne voulait pas être mentionnée du tout. Ça répond un petit peu à ma deuxième question, c'est si elle a fallu qu'elle laisse la fortune de son premier mari en Suisse, avec quel argent est-ce qu'elle a pu acheter un ranch? Ah ben, c'est parce que son mari avait de l'argent. Et, voilà. Et quand ils sont venus, c'était en 47 ou 48, les terres étaient très, très bon marché en Alberta. Et pratiquement, on vous les donnait pour 10 ou 12 $ si vous promettiez de faire un ranch. Donc, ils ont acheté ces terres et c'est ainsi, ils ont passé un gros contrat avec l'Australie. Lui, Lord Gordon était dans la finance en Angleterre, donc il avait assez d'argent. Et puis, grâce à ces contrats, ils ont pu quand même avoir un élevage de bétail très, très important. Et merci. Voilà l'explication. Oui, elle était absolument, quand elle a quitté la Suisse, elle n'avait pas un sou. Elle est allée à Londres, elle a commencé à travailler. Et puis là, elle a rencontré Lord Gordon. Et la demande en mariage de Lord Gordon est vraiment sortie de l'ordinaire. Il avait invité à dîner, il avait fait venir un orchestre, et pendant qu'il dansait, il lui demande de l'épouser. Et elle, tout de suite, lui dit, mais attendez, il faut quand même que j'y pense. Hein. Et lui dit, non, 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 non. Il fait signe à l'orchestre, et l'orchestre joue la même chanson, le même air, le même air, le même air. Et après un certain temps, elle lui dit, bon, c'est très bien de danser, mais je commence à avoir faim. Et il lui dit, on va continuer à danser jusqu'à temps que vous me donniez une réponse. Et finalement, elle a dit oui, l'orchestre s'est arrêté, tout le monde a applaudi en disant heureusement que maintenant on peut dîner parce qu'elle a accepté la demande de Lord Gordon. Donc, comme elle le disait, elle avait toujours trouvé des histoires d'amour absolument incroyables.
Sauf avec son premier mari où le mariage était, paraît-il, plus ou moins arrangé par ses parents. Alors, la prochaine question vient de Madeleine. Madeleine? Non? Alors, Normand, vous souhaitez dire quelque chose? On ne vous entend pas un moment. Oui, maintenant. Attendez, là. Maintenant. J'ai deux questions. La première question, dans quelle langue écrivait-elle? Toutes ces notes étaient écrites en dans anglais. quelle langue? C'était en anglais. En anglais, oui. C'était en anglais parce qu'elle se sentait plus à l'aise en anglais. Mais quand je parlais… Oui. C'est pendant la guerre, l'armée allemande a poussé en Russie profondément, jusqu'à la limite de conquérir, faire tomber la Russie. Et ensuite, c'était à l'inverse. L'Union soviétique a poussé vers l'ouest jusqu'à Berlin pour défoncer Berlin. Et que faisaient les espions britanniques et anglais, britanniques et américains à Bucarest, à Budapest? Parce que c'était soit les Allemands qui occupaient, ou ensuite c'était les Russes. Oui, la Roumanie se trouvait entre les deux. Parce que les Russes avaient déjà envahi la Bessarabie et ensuite les Allemands sont venus. Et pour la CIA et les autres services, c'était l'endroit idéal pour se cacher au milieu de tous ces conflits et se mettre au courant de tout ce qui se passait. Donc, c'est pour ça. Mais l'histoire de la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale est absolument cauchemardesque parce que tous les 3 mois, les gouvernements changeaient. Alors, le roi Michel a été mis de côté de plus en plus, jusqu'au moment où il a dû quitter la Roumanie et il est allé en Angleterre et ensuite, il est allé en Suisse où il a passé toute sa vie en exil. Et sur ses 5 filles, je pense que 3 sont nées à Genève. Donc, il a passé toute sa vie en Roumanie avec sa femme. En fait, il est décédé en 2017. Elle est décédée à Aubonne et la reine Anne était décédée une année auparavant. Je pense que c'était à Morges. C'était à Morges, oui. Donc, au moment de la Seconde Guerre mondiale, Bucarest était l'endroit où il y avait le plus d'espions parce que tout le monde se mettait là pour se cacher entre tous ces conflits pour découvrir ce qui se passait. Et j'ai rencontré une autre espionne à Calgary. C'était la mère du général de Chastelain. Le général de Chastelain a été en charge des forces armées canadiennes pendant des années. Et ensuite, il est parti comme ambassadeur américain à Washington. Sa mère avait été également espionne pendant la guerre à Bucarest. Et elle et Johanna se connaissaient toutes les deux et ont fini toutes les deux à Calgary. Mais Marion de Chastelain n'a jamais écrit ses mémoires, n'a jamais voulu obtenir de la CIA la permission de dire quoi que ce soit. Elle avait travaillé pour Sir William Stevenson, qui était le plus grand espion canadien, ami de Churchill. Et donc, on dirait que Sir William Stevenson disait à tous les espions, allez dans l'ouest du Canada, vous aurez une très bonne vie. Parce que d'autres aussi se sont réfugiés dans l'Ouest. Ça grouillait d'espions. Ça grouille d'espions, oui. D'espions à Budapest, Bucarest. Et c'était intéressant parce que aussi Marion de Chastelain parlait très, très bien français. Alors, je l'avais rencontrée à Calgary, je l'avais rencontrée à plusieurs réceptions, je l'avais invitée à dîner à la maison et je lui avais dit, à ce moment-là, je travaillais pour un projet d'histoire orale pour le pétrole. Et elle travaillait pour une compagnie de pétrole. Enfin, elle s'occupait, disons. Elle était assez âgée. Et je l'invite à déjeuner, j'avais mon magnétophone et notre fils, qui avait 16 ans, ne pouvait pas croire qu'on avait une espionne dans le salon. Donc, il s'était mis à lui poser toutes sortes de questions en anglais. Et finalement, je chuchote à Grégory, écoute, c'est moi qui suis en charge de l'entrevue. Et Marion se retourne vers lui et dit, oui, Grégory, c'est ta mère qui est journaliste, pas toi. Et c'est là que j'ai découvert qu'elle parlait français très, très bien. Elle est décédée aussi, il y a quelques années à Calgary. Merci. De rien. Alors, Marielle a une question? Oui. Est-ce que j'ai bien entendu que le ranch a été vendu? Oui, le ranch a été vendu, oui. Et pourquoi?
Parce ils avaient pris de l'âge, ils ne pouvaient plus s'occuper des animaux. J'ai Donc, manqué. ils ont pris leur retraite. Le ranch à Bethel a été vendu. Ils ont pris leur retraite à Calgary tous les deux. Et quelques années plus tard, lui mourait aussi d'un cancer. Oh, je ne vous ai pas dit que lorsque Ioana et Buzzetti se sont enfuis de Roumanie, Buzzetti était un homme très, très malade. Il avait une leucémie. Et on avait dit à Ioana, tu seras en charge de son traitement. Et le traitement à cette époque, pour un cancer du sang, était de lui donner des gouttes d'arsenic. Alors, la pauvre Johanna se retrouvait responsable d'administrer des gouttes d'arsenic à quelqu'un qui est très, très malade. Et quand elle me racontait ça, je disais, l'arsenic pour un cancer, c'était le seul traitement qu'il y avait à cette époque. Wow. La petite histoire. Voilà. Et est-ce que je peux poser une autre question? Bien sûr, oui. Combien de temps son mariage avec, c'était Lord Gordon? Combien de temps a ce mariage duré? Oh, une trentaine d'années, même plus. Ah, longtemps. Oui. Ça, c'était le mariage qui a duré. Le premier a duré peut-être 2 ans, même pas. Le deuxième aussi, très peu de temps. Et puis le troisième, c'était le bon qui a duré. Ah, merci, c'est très intéressant. Elle n'a pas voulu quitter son mari pour aller rejoindre le pilote. Parce que comme elle le disait, bon, il était très beau quand il était jeune, il était très gentil, j'étais folle, amoureuse, mais me retrouver dans l'Arkansas avec un mari pilote, non. Elle préférait rester dans son ranch avec son mari et son bétail et ses chevaux. Merci. Alors, Madeleine, on essaye de nouveau. Activez votre microphone. Le microphone n'est pas activé. C'est tout en bas. Oui, maintenant. Vraiment. Elle n'a jamais eu d'enfant? Non, jamais. C'est pour cela qu'elle adorait Irina. Parce que Irina, c'était un peu sa fille. Donc, quand Irina est venue travailler au ranch, évidemment, Johanna s'était beaucoup occupée d'elle. Irina est retournée en Suisse. Elles étaient toujours en correspondance. Irina s'est mariée. Johanna était la marraine de ses enfants. Et elle se téléphonait pratiquement tous les jours. Et voilà la photo. Alors, vous voyez Johanna en robe, très élégante toujours. Irina avec son pantalon jaune qu'elle adorait. Elle m'a dit récemment, on ne trouve plus de corduroy jaune maintenant, mais à cette époque-là. Et toute l'équipe de jeunes qui travaillaient au ranch. Donc, les journaux qui s'étaient emparés de l'affaire d'une princesse roumaine travaillait dans un ranch avaient des titres absolument hilarants. Disons, la pauvre princesse ne trouvait pas de boulot à Genève, donc elle est venue travailler dans l'Ouest. Une autre, disons, on lui a rendu visite, elle est habillée comme une cowgirl, elle a les ongles sales, elle est toute ébouriffée, elle a oublié ses bijoux et ses fourrures à Genève. Voilà. Alors, merci pour cette question. Et Liliana, une question aussi. Et aussi, vous, le microphone n'est pas activé? Oui, maintenant, c'est aussi bien. Ouais. Oui, c'est un livre extraordinaire. J'ai adoré toute l'histoire, une vie incroyable. Et je me demandais pourquoi, quand elle quitte la Roumanie, cachée évidemment dans l'avion, ils s'arrêtent pour laisser Buzzetti. Et puis, elle continue, mais on la met dans un avion allemand avec des prisonniers allemands qui allaient à Nuremberg. Nuremberg, c'est ça, Alors, oui. pourquoi? Je me demandais parce que finalement, elle reste quelques jours en Allemagne aussi. Et puis, elle a cette expérience affreuse avec le... je sais pas, le colonel Hahn, oui. Hahn. Harcèlement sexuel, évidemment, il y a tout dans ce livre, oui. Qui va la violer presque, en tout cas, qui veut la forcer et l'humilier. Donc, je me demandais pourquoi l'Allemagne? Parce que c'était le seul avion disponible à ce moment-là. OK. Alors, elle avait dit à Buzzetti, bon, bah, vous vous taisez, on ne dit rien, surtout parce qu'on ne pouvait pas mélanger les espions roumains avec les Allemands qui parlaient à Nuremberg. Et d'ailleurs, le pilote lui a demandé de venir s'asseoir à côté de lui. Donc, c'était le seul avion disponible. Ils n'avaient pas le choix. Ah, d'accord. Ils se sont pris cet avion-là.
Oui, parce que même ils ont prétendu être des prisonniers. Oui, absolument. Ils devaient partir à les menottes. Oui, oui, c'était ça. Oui. Oui. Quand j'avais écrit un scénario justement pour la fuite et j'avais écrit ça avec elle. Elle était en vie à ce moment-là et elle me disait qu'elle avait fait une blague à Buzzetti qui lui disait j'ai les menottes, c'est terrible, ça me sert trop. Et elle a répondu oui, je connais le problème avec mes bracelets en diamant. Donc, vous voyez, un grand sens de l'humour, même dans des situations où on n'a pas tellement envie de rire, qu'on se retrouve avec des prisonniers qui vont à Nuremberg. Merci. De rien. Alors, Nina, ma collègue Nina a une question. Oui, merci. Bonjour Nadine, merci beaucoup pour ce livre extraordinaire. C'est vraiment intéressant. Et je me demande, il y en a vécu des moments vraiment difficiles et terribles. Était-elle très émotionnelle quand elle a parlé de les expériences en Roumanie ou elle était plus réservée? Elle était plus réservée, elle avait pris du recul. Et ce qui l'a aidée, c'était d'écrire ça. Donc, quand elle m'en parlait, c'était écrit, ça faisait partie de sa vie, c'était arrivé, c'était triste, évidemment, ça faisait très, très peur, mais elle l'avait intégré. Et qu'elle me disait à chaque fois, tous ces événements épouvantables m'ont rendue plus forte. Parce qu'à certains moments aussi, avec son mariage avec Roderick, ça n'allait pas si bien. Quand John Hall l'a contacté et lui a dit, voilà, je suis divorcée, si tu veux m'épouser, on peut se marier. Roderick passait par des moments très, très difficiles. Pendant la guerre, il avait perdu sa femme et un de leurs bébés. Sa femme avait été atteinte par une bombe qui était tombée près de leur maison. Et lui, plus tard, avait eu des traces encore de shrapnel qui étaient rentrées dans sa colonne vertébrale. Donc, il souffrait beaucoup et il s'était mis à boire. Donc, Johanna se retrouvait, quand elle a reçu ce message de John Hall, est-ce que je laisse mon mari qui boit parce qu'il a tellement mal ou est-ce que j'essayais de faire face? Et elle a assis son mari en lui disant, voilà, ou tu arrêtes de boire, ou je te quitte. J'ai déjà quitté un mari qui était alcoolique, je peux très bien en quitter un second. Elle ne lui a pas dit que John Hall pouvait l'attendre. Elle lui a dit simplement, je te mets le marché entre les mains. Tu arrêtes ou je te quitte. Et il a arrêté tout de suite. Voilà. Oh. Oui, j'ai eu l'impression qu'elle était très pragmatique. Oui, elle avait un côté très terre-à-terre. Très terre-à-terre. Oui, c'était le... Et par exemple, merci beaucoup. Quand on se retrouvait à une réception, elle me disait toujours, écoute, on va mettre des robes qui se ressemblent un petit peu, de la même couleur, pour pas faire mal aux yeux aux gens qui vont nous regarder côte à côte. Et je lui disais à certains moments, on va pas être toujours côte à côte. Oui, elle me disait, quelle robe, quelle couleur vas-tu mettre? Et elle trouvait à peu près la même couleur. Donc, elle avait, même très, très âgée, elle était très, très coquette. Hein, et comme elle me disait, ma coquetterie m'a permis de passer à travers des événements. Quand elle était à bord de l'avion, avant qu'elle monte à bord de l'avion, John Hall l'avait déguisée en soldat. Elle lui avait dit, écoute, il faut que tu te coupes les cheveux parce qu'elle avait les cheveux très longs. Et elle a dit, sûrement pas. Donc, elle s'était cachée les cheveux sous une casquette et elle m'avait dit par la suite, heureusement que j'avais les cheveux longs parce qu'il faisait fichtrement froid à bord de cet avion dans le fuselage. Donc, elle avait mis tous ses cheveux sur son visage. Voilà. Donc, un côté très pragmatique. C'était laid. Et jamais se sentir désolée. Elle me disait, il ne faut jamais se sentir désolée pour soi-même. Elle avait raison. Voilà. Merci. Moi, j'ai aussi une question sur un passage du livre. C'est quelque chose que le père de Johanna dit à elle. Il dit, tu es une future femme du monde et tu dois te conduire comme telle, même si tu es parfois tentée d'agir autrement. Et ma question, c'est, vous pensez qu'il y avait une période dans sa vie quand elle a juste fait ce qu'elle désirait, quand elle était libre, ou elle a déjà fait ce qu'on voulait d'elle? Elle a vraiment, elle avait été élevée dans une famille privilégiée, mais avec des règles, comme tout le monde l'était à cette époque. Donc, après son divorce, quand elle a rencontré ce capitaine américain, ça a été l'amour, ça a été la joie de vivre. Et lui était marié à cette époque, hein, c'était pas facile. Il était marié, il avait des enfants, et elle avait toujours pensé que, d'accord, ça a été ma vie la plus sauvage, comme elle disait. Je faisais ce que je voulais. Elle habitait seule, c'est ses parents qui avaient été pris en prison, elle espionnait. C'était vraiment l'éclatement de son éducation.
Donc, ses parents l'avaient élevée d'une manière très, très stricte, avaient arrangé ce premier mariage avec le prince Lika. Elle était fiancée quand elle avait à peine 17 ans, comme elle m'avait expliqué, et lui avait donné une bague qu'elle portait à la main droite pour transférer à la main gauche. Il venait lui rendre visite, il lui apportait des fleurs. Mais c'était des amis d'enfance. Hein. C'était donc vraiment la grande liberté, c'est qu'après son divorce, et quand elle a rencontré ce beau capitaine américain qui avait des grands yeux bleus, qui était vraiment extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup. Et on a une question de Liliana. Le micro. Oui, Ouais. je m'excuse. J'avais oublié de vous poser la question sur ses parents. Qu'est-ce qui est arrivé à ses parents parce qu'ils ont failli plusieurs fois de mourir dans les mains ennemies. Et, alors, oui, c'était très, très grave. La mère, finalement, est venue en Alberta. Quand ils avaient leur ranch, la mère a réussi à sortir de Roumanie et est allée s'installer dans le ranch. Le père, lui, n'a pas eu cette chance. Il est mort beaucoup plus tôt. Mais avant de mourir, on lui a demandé d'écrire une thèse au nom de Madame Ceausescu. Madame Ceausescu, la femme de Ceausescu, le ministre pendant des années de Roumanie, n'avait aucune éducation. Elle avait dû arrêter ses études en 4e année ou quelque chose comme cela, mais elle voulait toujours avoir une thèse. Donc, on a demandé au père de Ioana d'écrire la thèse pour Madame Ceausescu. Et il a dû le faire parce que s'il ne le faisait pas, eh bien, il était fusillé. Voilà. Une histoire rocambolesque. Hein. Une thèse sur quoi, en fait? Écoutez, je ne sais plus. Je pense que j'ai ça dans mes papiers. C'était quelque chose à voir avec le pétrole et l'économie. Enfin, la pauvre Elena Ceausescu, qui n'avait aucune éducation, n'aurait même pas été capable d'écrire la première page. Mais le père de Ioana, qui avait été ministre sous le roi Michel, elle était capable de le faire. Mais ça, c'était pour qu'elle puisse avoir un diplôme universitaire. C'est ça, pour qu'elle puisse avoir un doctorat de l'université de Bucarest. Ah, d'accord. La petite histoire aussi. Et alors, le restant de la famille de Ioana est finalement parti à Paris. Elle a payé le gouvernement roumain, quand ils ont eu plus d'argent, pour laisser sortir sa sœur et son mari et les 2 enfants de sa sœur qui maintenant sont tous établis à Paris. Ah, et alors, récemment, il y a 2 ans à peu près, le neveu de Ioana est venu à Calgary. Et j'ai découvert que l'ambassadrice de France le connaissait. Ils étaient amis d'enfance. Oh, wow. Quand je vous dis que le monde est tout petit, c'est vrai. Ah oui. Merci. On a aussi une question très importante de Andrea en anglais. Where can one buy the book? So if someone doesn't have it yet, where can people buy it? The problem in Calgary, there is no French bookstore. So I have the book in my own house. So if you need any book, just ask me. OK? OK. OK. Alors, j'ai une autre question. Vous avez écrit environ 30 livres, c'est vraiment beaucoup. Et la plupart de vos livres s'occupent des histoires et aussi des personnalités de l'Ouest canadien. Vous avez une explication pourquoi l'Ouest canadien est si inspirant pour vous? Parce que quand j'écrivais un livre, je découvrais d'autres noms et ainsi de suite. L'Ouest du Canada est une mine d'or parce que les gens qui venaient s'y réfugier, jetaient les dés, généralement, ils n'avaient plus rien à perdre et c'est fascinant comme histoire. Mais je n'ai pas seulement écrit aussi sur les gens qui venaient s'y cacher, j'ai également écrit sur les pionniers qui venaient, les pionnières de l'Ouest, des femmes pionnières qui venaient elles aussi dans l'Ouest, les couples de pionniers parce que les femmes voulaient accompagner leurs maris, ne voulaient pas les rester à les attendre à la maison. J'ai également écrit la guerre du cochon, qui est une guerre qui a eu lieu entre le Canada et les États-Unis pour un cochon qui avait été tué par un Américain. Et c'est absolument incroyable, c'est la seule guerre qui se retrouve dans les annales des guerres où le seul mort est un cochon. Mais c'est une véritable guerre et ça a duré pendant 13 ans. On avait envahi cette île de San Juan et les Britanniques, parce que le Canada était sous dominion britannique à
à ce moment-là, les Britanniques avaient envoyé 5 bateaux de guerre, des canons, des soldats, des officiers. Les Américains en avaient envoyé seulement un. Et on voulait savoir, est-ce que cette île appartenait aux États-Unis ou au Canada? Et donc, finalement, on a repassé le problème à l'empereur d'Allemagne. Vous pensez que l'empereur d'Allemagne ne savait même pas où se trouvait l'île. Il a délégué ça à Bismarck. Bismarck était un grand admirateur des États-Unis et a décidé que finalement, l'île appartenait aux États-Unis. Et tout ça à cause d'un cochon. Mais une autre petite histoire, les papiers signés par l'ambassadeur se trouvent dans une université américaine. Et j'avais téléphoné pour avoir une photocopie de ces papiers. Et on m'a envoyé non pas des photocopies, mais les originaux. Alors, vous imaginez le choc, signé par l'ambassadeur d'Allemagne, Guillaume, les vrais papiers. Alors, j'ai téléphoné tout de suite à la bibliothèque de cette université et je leur dis, par erreur, vous m'avez envoyé les originaux. Il y a eu un blanc au téléphone. J'ai cru que le bibliothécaire avait une crise cardiaque. Finalement, il me dit dans le téléphone, en prenant une grande respiration, pourriez-vous les renvoyer tout de suite? J'ai dit, bien sûr. J'ai fait des photocopies et je leur ai renvoyé les papiers. Mais si je n'avais pas été aussi honnête, eh bien, j'aurais pu les revendre sur eBay et faire une petite fortune. Bien sûr. Merci pour cette explication. Est-ce que je peux faire un commentaire à propos de la guerre des cochons? Oui, la guerre du cochon, il y en avait un seul. Oui, mais je vis à Victoria, puis on avait, il y a plusieurs années, on avait un bateau à voile, puis on faisait partie d'un Power Squadron. Puis à chaque année, le Power Squadron de San Juan, oui, San Juan, oui, celui-là de Brentwood Bay, se rencontrent à chaque été sur une île ou l'autre, Pender Island ou San Juan. Oui, qui est juste à côté, oui. Pour revisiter la guerre du cochon. D'accord. Vous voyez, c'est historique. Mais l'Ouest vraiment contient des histoires ahurissantes. Quand j'ai écrit mon livre sur ces pionnières de l'Ouest, la première pionnière sur laquelle j'ai écrit, c'était une femme qui venait d'Écosse, qui avait été engagée par la compagnie de la baie d'Hudson. Mais à cette époque, la compagnie de la baie d'Hudson ne prenait pas des femmes. Elle a dû se déguiser en homme et elle a travaillé pendant quelques temps pour la baie d'Hudson. Elle était très grande. Donc, tout le monde pensait qu'elle faisait un travail fantastique. On a découvert qu'elle était une femme le jour où elle a donné naissance à un bébé. Et au lieu de penser, oh, c'est fantastique, on a une femme qui travaille pour nous, la baie d'Hudson l'a renvoyée en Écosse. Elle et son bébé. Et elle est morte dans une pauvreté épouvantable. Tout ça parce qu'elle était une femme. Voilà. Et la dernière histoire de pionnière, parce que finalement, il y a quelques semaines, on célébrait l'année de la femme. C'était une femme qui était pilote d'avion. Elle était toute jeune. Elle était capable de monter entièrement elle-même le moteur d'un avion ou pas. Et elle a fait le premier vol postal entre Calgary et Edmonton. C'était un record. Ensuite, elle allait aux États-Unis où elle faisait des vols. Elle écrivait toutes sortes de choses dans le ciel. La Seconde Guerre mondiale arrive. Elle enseigne le pilotage à des officiers. Elle offre ses services à l'armée et on lui dit non, vous êtes une femme. Par contre, vous pouvez aller en Europe et conduire des ambulances. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée en Europe, elle a conduit des ambulances. Elle a attrapé la tuberculose. Elle est revenue au Canada. Et là, elle est allée vivre aux États-Unis et elle a changé de carrière. Elle est devenue architecte. Voilà. Donc, des femmes extraordinaires aussi qui venaient de l'Ouest du Canada. Vraiment. Et Grace a une question. J'apprends le français, mais oui. essayez. Johanna n'a pas l'air très émotif. C'est ce que je pense quand je lis ce livre, même si elle aimait profondément. Et je me demande si sa caractère, c'est toujours comme ça ou est-ce qu'elle a changé après son dernier mariage. Mais peut-être c'est un caractère nécessaire pour être
espions. Espionne, oui. Les autres espions que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils sont toujours comme ça, pas très émotifs? Je pense qu'elle était très émotive quand elle était jeune. Vraiment, elle devait fonctionner avec l'émotion. Parce qu'elle était capable de tomber follement amoureuse, elle était capable de toutes sortes de choses. Mais en même temps, vers la fin de sa vie, elle avait fait le bilan de sa vie. Mais autrement, c'était une femme très affectueuse aussi. Donc, et l'autre que j'ai rencontrée, Marion de Chastelain, aussi était très, très émotive quand elle était jeune. Son mari, je ne vous l'ai pas dit, le mari de Marion de Chastelain était aussi espion. Et ils ne le savaient pas. Ils espionnaient chacun de leur côté. Et heureusement, c'était du même côté. Mais ils ne s'étaient pas dit. Non, je pense qu'il faut être capable d'avoir beaucoup de sang-froid quand on est espion. Parce que c'est tellement dangereux. Et surtout à cette époque, où pendant une guerre, on ne va pas vous faire un procès très très long, on va vous fusiller tout de suite. Hein. C'était le... Et d'ailleurs, on avait dit, John Hall a dit à Johanna après leur fuite, si on avait été attrapé, j'avais pour mission de te tuer. Donc, lui, le pilote qui la sortait de Roumanie, si jamais ils étaient attrapés, devait la tuer en premier et tuer ensuite Buzzetti et se suicider lui-même. Donc, vous voyez, il faut du sang-froid pour accepter cela. Oui, merci. Parce que pour moi, comparé au genre, je pensais que le genre, c'était l'homme plus émotif. Il était très émotif aussi. Johanna était l'amour de sa vie, mais en même temps, il avait accepté, parce que comme il a expliqué à Johanna, si on était arrêté, tu aurais été torturé à mort. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Donc, je te tuais avant qu'on t'arrête. Je tuais ensuite Buzzetti et je me tuais ensuite parce que lui aussi, ils auraient été passés par les armes. Merci. Donc, c'est beaucoup de sang-froid. Merci. C'est pas pour tout le monde. Alors, nous avons une dernière question de Alexandre. C'est quoi votre question? Oui, Madame Mackenzie, vous avez écrit beaucoup d'histoires sur des gens extraordinaires. Maintenant, j'aimerais un peu connaître votre histoire parce que c'est bien sûr vous intéressez à ces personnes et puis j'aimerais un peu comprendre qui se cache derrière Madame Nadine Mackenzie. Eh bien, c'est très simple. Mon père est suisse alémanique. Il était de Regensberg, près de Zurich. Ma mère était d'origine russe. J'ai été élevée des vacances en Suisse, mais surtout en France. Je fais mes études à Paris. Je suis allée à la Sorbonne. J'ai fait aussi des études à Vienne. Plus tard, nous sommes venus au Canada. Mon mari est britannique d'origine écossaise, ce qui explique le nom de Mackenzie. J'ai 2 enfants, ma fille habite à Vancouver, mon fils habite à Nelson en Colombie-Britannique et j'ai passé beaucoup de temps en Alberta à cheval. Je faisais du dressage, j'ai fait toutes les compétitions de dressage pendant 13 ans, j'écrivais, j'ai été journaliste. Qu'est-ce que je pouvais vous dire? Alors, nous sommes arrivés à Calgary en 1974. La première année, j'ai enseigné le français à l'université de Calgary. Ensuite, j'ai ouvert la première radio francophone à Calgary, les services français. Et puis maintenant, je travaille comme interprète de conférences. Et puis j'écris. Et j'ai vendu les chevaux parce que nous devenions trop âgés, mon mari et moi. Et après 2 accidents, il valait mieux être du côté de la sécurité. Très bien, merci. D'autres questions? Non? Peut-être quelqu'un écrira un livre sur vous. Je ne pense pas, il n'y a pas grand-chose à écrire d'excitant. Je ne suis pas aussi excitante que Johanna ou toutes les autres personnes sur lesquelles j'ai écrit. Voilà. Alors, on a plusieurs questions des personnes qui souhaitent commander le livre. Alors, je mets un lien dans le chat avec une adresse, une librairie
où vous pouvez commander le livre. Autrement, Nadine McKenzie, comment on peut vous contacter pour un livre? Absolument. Les gens peuvent vous contacter, Stéphanie, et puis simplement envoyez-moi un courriel avec les adresses et puis on se débrouillera comme cela. Je veux faut dire la vérité, il m'est arrivé quelque chose hier soir. Le placard où je mets tous mes livres en réserve s'est écroulé. Les planches se sont écroulées. Donc, je voudrais me débarrasser de certains livres le plus vite possible avant de refaire le placard. C'est un signe du ciel. Ok, alors très bien. Alors, donnez-moi un message et je vais vous mettre en contact avec Nadine McKenzie. Alors, et je pense que c'est déjà 1 heure qu'on parlait. Alors, c'est déjà le fini de cet événement. Merci beaucoup, Nadine McKenzie. Et merci à les participants. C'était vraiment un plaisir. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, je l'espère. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.